utile pour l'UQAM, dans l'UQAM, puis hors de l'UQAM. Et quand on me demande si j'ai bien employé le temps que j'ai eu dans mes fonctions à l'université, bien, ça, je suis content de ça, parce qu'aujourd'hui, il reste 14 ou 14 livres avec une documentation qui peut être utile à d'autres et aux générations suivantes. Voilà, merci. Merci. Ouais. Maintenant, on va demander à Benoît Lévesque, mon collègue de sociologie, qui a été un des organisateurs des colloques dont on vient de parler, de prendre la parole pour un commentaire, suivi de Robert Comeau, qui va parler de son histoire. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de participer à la rencontre d'aujourd'hui pour souligner cette grande réalisation que représentent les colloques institutionnels sur les leaders contemporains créés par le recteur Claude Corbeau, comme on a vu au milieu des années 80. Je pensais connaître beaucoup la philosophie, l'origine des leaders, mais là, je me rends compte que j'ai appris beaucoup de votre présentation. Le colloque dont j'étais responsable, que le comité organisateur m'avait demandé de travailler à l'organisation, était le 9e. Il portait sur le mouvement Desjardins. Ce colloque s'est tenu en 1996. Comme responsable, j'ai bénéficié du soutien et des conseils de Robert Comeau et du regretté Yves Bélanger, qui connaissait bien le mouvement Desjardins. La présidence du comité a été assurée, du comité organisateur a été assurée successivement par le recteur Claude Corbeau et le recteur intérimaire Gilbert Dionne. Alors, j'aborderai 3 points dans ma présentation, c'est assez rapide, moins d'une dizaine de minutes. D'abord, la mobilisation que ce colloque a permis, la préparation et un peu plus peut-être le contenu. Dans un sens, le cas que je présente, celui du colloque sur le mouvement Desjardins, illustre très bien ce que l'originalité, la structure que nous a présenté le recteur. Alors, le comité, d'abord pour la mobilisation, mais je pense qu'au tout début, c'était le comité scientifique qui, pour moi, était composé d'une douzaine de membres, dont 4 professeurs de l'UQAM, en l'occurrence Yves Bélanger, Robert Comeau, mais aussi Mauro Malservici, qui était directeur de la chaire de coopération Guy Bernier, et moi-même. Et 4 autres représentants des autres universités, plus 2 membres de la Confédération des caisses populaires Desjardins, en l'occurrence Michel Doré, que je connaissais depuis le milieu des années 75, en raison des liens qu'il avait avec Henri Desroches et l'Université coopérative internationale, et Guy Cameron, qui était conseiller pour le développement coopératif. En plus du comité, il faut dire aussi, le comité scientifique, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'institution au Québec qui a été plus étudiée que le mouvement Desjardins. J'ai déjà fait des relevés de bibliographiques et je crois le nombre de thèses de doctorat, de mémoires de maîtrise, de recherche, je pense qu'il n'y a aucune institution qui a été autant étudiée. Et donc, on n'avait pas de difficulté à obtenir des compétences pour notre colloque. En plus du comité organisateur, il y avait le comité des partenaires, justement, qui était composé de 24, on trouvait 24 partenaires, 9 provenaient de l'économie sociale, dont 5 de Desjardins, 3 partenaires du monde syndical, 6 du secteur public, l'Hydro, la Caisse de dépôt, la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, et 4 entreprises privées, c'est-à-dire la Banque Laurentienne, Québecor, CGI, Culinard, sans oublier Le Devoir, l'Assemblée des évêques du Québec, dont on avait un représentant au colloque, et même des entreprises privées comme Bell et IBM. Donc, la publication des actes du colloque, j'ai eu le plaisir de travailler avec 2 professeurs de l'UQAM que vous connaissez bien, Michel Graine et Marie Bouchard, et aussi avec Francine Jacques
service de l'information de l'UQAM, et Luc Desnoyers, qui était un doctorant qui travaillait, je crois, avec Robert et Yves, et qui était un doctorant professionnel. Et en plus, nous avions 8 étudiants qui étaient mobilisés. Alors, si on additionne toutes ces participations et contributions, le comité scientifique, 12 membres, les partenaires, 24, les auteurs, 49, dont 31 chercheurs et 18 représentants d'organisations, les étudiants, c'est près d'une centaine de personnes qui ont été mobilisées à un titre ou à un autre pour l'organisation. En ce qui concerne la préparation, disons qu'elle s'est faite sur 2 ans, mais il faut dire que le recteur Claude Corbeau avait prévenu le mouvement Desjardins 3 ans avant la tenue du colloque, ce qui était normal, il va de soi. Et dans son allocution, cependant, Claude Bélan révèle qu'il était quand même un peu nerveux. Il dit nous attendions ce moment avec une certaine fébrilité. Nous étions à la fois heureux que le mouvement soit reconnu comme un des leaders chefs de file de cette province et, je dois l'avouer, un peu anxieux devant la critique. Il faut dire qu'une institution financière ne peut pas se permettre trop de recevoir des critiques et ni même d'y contribuer. Alors, à l'échelle du comité scientifique aussi, il a été facile de s'entendre sur 2 invités internationaux. On ne peut pas tellement en inviter plus. D'une part, l'économiste Claude Vianney, qui était très bien connu, qui est un économiste qui s'était intéressé à la coopération, et Bruce Todderson, qui était davantage connu du mouvement Desjardins, mais des coopérateurs, puisqu'il était directeur général de l'Alliance coopérative internationale et aussi un spécialiste des institutions financières coopératives. Mais ce qui peut apparaître étrange, effectivement, qu'un mouvement porte le nom d'un individu, en l'occurrence Desjardins. Nous avons adopté la thématique Desjardins, une entreprise et un mouvement, mais pris soin d'ajouter un point d'interrogation à la fin. Et donc, il faut dire que dans les manuels qui concernent les coopératives, on définit la coopération comme étant une entreprise coopérative, comme étant formée d'un groupement de personnes et d'une entreprise, et qui sont réunis par des règles et des principes. Et donc, dans ce sens-là, du groupement de personnes au mouvement, on pouvait toujours faire une liaison au plan des connaissances concernant les coopératives. Au tout début, évidemment, le groupement de personnes domine et avec le temps, l'entreprise prend de plus en plus de place. En ce qui concerne le contenu de ce colloque, c'est le dernier point sur lequel, c'est que cette thématique Desjardins, une entreprise et un mouvement a soulevé 3 questions. La première, c'était l'entreprise Desjardins est-elle différente des autres institutions financières? La deuxième était l'association des membres est-elle un mouvement? Et la troisième, quel rapport le mouvement Desjardins entretient avec les autres mouvements sociaux? Un mot sur ces 3 questions, c'est que les réponses apportées en 1996, il faut dire, ça sont toutes différentes aujourd'hui, le plus souvent étaient positives pour dire que Desjardins était différente des autres institutions financières. D'une part, la forme institutionnelle coopérative avait des incidences bien concrètes sur la capitalisation, et d'autre part, l'ancrage dans le territoire, en raison des nombreuses caisses à l'époque, sur 1300, presque une caisse par municipalité au Québec. Mais au terme, après avoir dit cela, les gens concluaient quand même, la plupart relevaient l'existence de similitudes de plus en plus nombreuses avec les banques. Et on pourrait dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui. D'autant plus que des 1300 caisses, on n'en retrouve aujourd'hui que 271. Donc, l'ancrage au territoire n'est pas le même, mais d'autres éléments s'ajoutent. À la deuxième question, l'association des membres est-elle un mouvement? Bien, c'était plus difficile à répondre, mais d'un point de vue sociologique, c'était évident que ce n'était pas un mouvement dans le sens qu'on entend avec un projet de société et une mobilisation. Les historiens, Gaston Deschênes, qui était historien, et relié à la bibliothèque, à l'Assemblée nationale, c'est qu'il montrait que le mouvement Desjardins a même été réticent à s'inscrire dans le mouvement coopératif qu'a fondé le Père Lévesque dans les années 39. Ce n'est que dans 1950 qu'il a accepté de faire partie du Conseil de la coopération du Québec. Et donc, parce que le mouvement Desjardins se voyait lui-même comme un mouvement, il ne voyait pas qu'on crée un mouvement coopératif différent.
Et aussi, la présentation de Joseph-Yvon Thériault montrait quand même que le groupement de personnes s'était atténué et qu'il se présentait à partir de figures changeantes de la communauté. Il identifiait, entre autres, la figure paroissiale des années 1906 à 1939, la figure nationale des années 36 à 60, la figure technocratique de 60 à 80 et la figure individualisante de 80 à 95. D'abord, il faut dire que 2 éléments de réponse ont été... ça, c'était pour la deuxième question. La troisième question, c'est de voir le rapport du mouvement de Desjardins avec les autres mouvements sociaux. Et au moins 2 éléments de réponse ont été fournis. Le premier, c'est que Desjardins, en 1996, représentait assez bien le mouvement coopératif institutionnalisé. Mais les coopératives émergentes ne se reconnaissaient pas nécessairement dans Desjardins. Et le deuxième élément de réponse qui était intéressant, c'était fourni par Lise Bissonnette, et qui nous dit que Desjardins est le meilleur accompagnateur possible d'un changement qui se définit ailleurs. Donc, Desjardins arrive après coup, mais aussi une certaine perméabilité du mouvement. Et cette perméabilité existe dans la mesure où, justement, la gouvernance est démocratique et ouverte à ses membres. Alors, que conclure aujourd'hui sur la pertinence de ce colloque institutionnel sur Desjardins? Bien, tout d'abord, je pourrais dire qu'il n'est pas certain, en 2019, comme dirait Justin Trudeau, 25 ans plus tard, que Desjardins mobiliserait presque 600 personnes à partir d'une thématique, Desjardins, une entreprise, un mouvement. Il n'est pas certain non plus que, comme chercheur, on proposerait la thématique retenue, celle de Desjardins, une entreprise, un mouvement. Pourquoi? Bien, il faut dire qu'il faut juste quelques éléments qui permettent de voir comment ça a pu changer. En décembre 1996, c'est-à-dire quelques mois après notre colloque, c'était le lancement d'Accéder par Internet. Et c'était aussi l'opération de réingénierie des caisses, dont le nombre va passer de 1300 à 271 aujourd'hui. Et le rapport au territoire s'est profondément modifié. La réduction du nombre de caisses, mais aussi la disparition des fédérations régionales qui avaient été créées après le décès d'Alphonse Desjardins. Au cours des dernières années, la Confédération des caisses populaires Desjardins est elle-même disparue au profit d'une fédération unique, la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Par la suite, le mouvement Desjardins s'est affirmé comme étant le premier groupe coopératif financier au Canada. Il tient apparemment à ce changement d'échelle. Les actifs de Desjardins sont passés de 50 milliards en 1996 à 300 milliards en 2019. Il s'agit sûrement d'une réussite financière certaine qui a l'étiquette coopérative, mais avec une capacité de mobilisation très réduite. Une entreprise qui ne prend presque plus la parole sur les grands enjeux sociaux, notamment ceux concernant le Québec. Dans cette perspective, les actes du colloque sur Desjardins sont toujours intéressants à consulter. Il s'agit d'une référence qui révèle bien l'évolution et ce qu'était Desjardins il y a 25 ans. Aujourd'hui, Desjardins s'inscrit néanmoins en tête de liste des entreprises dites socialement responsables dans le domaine de la finance. Mais pour être en tête de cette liste, il n'est pas nécessaire d'être une coopérative ni un mouvement social. Merci de l'invitation. On aurait aimé qu'il soit là la dernière fois lorsqu'on s'est rencontrés sur le développement politique. Voilà que nous l'avons maintenant pour parler des grands colloques institutionnels. Après? Oui, merci. Je suis l'impresario de Marcel, comme vous voyez. Marcel, il y aura une période de débat après la présentation. Et que suivra un buffet à côté. Alors, inutile de vous dire que je suis très heureux de vous revoir après
un retrait de quelques 6 mois, un peu, de la scène québécoise. Alors, monsieur le recteur, Claude, Céline, Marcel, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir donné la chance là, de parler de les deux initiatives que j'avais proposées. Je croyais que tous les profs lanceraient des projets, puis on m'a dit tout à coup, mais il y a juste 2 projets. J'étais vraiment surpris et j'étais un peu gêné de me retrouver comme ça. Mais je dois dire que ces colloques-là, pour moi, ça a été un tournant dans ma carrière, si je peux dire, universitaire, qui avait mal commencé. Et je suis tout à fait... je voudrais remercier encore une fois, Claude, de m'avoir un peu recueilli et d'avoir été bienveillant après la commission CAB en 81, où j'avais été assez écorché. Et c'est lui qui m'a donné le goût de continuer, peut-être ailleurs ou autrement, et en histoire politique. Parce qu'après ma rencontre avec Claude et les colloques, il y a 2 grands volets qui se sont ouverts pour moi. D'une part, en 87, j'ai eu l'idée de fonder une collection qui s'appelle Études québécoises chez VLB Éditeur, qui a publié pendant 25 ans 4 livres par année, donc jusqu'en 2012 à peu près. Et inutile de dire que c'était dans le prolongement de cette valorisation de l'histoire politique. Et par ailleurs, en 92, après les 5 premiers colloques qui étaient centrés sur les personnages, Michel Lévesque, qui était l'assistant, qui faisait son doctorat et qui était en même temps assistant dans l'organisation des colloques. En parlant d'organisation des colloques, je pourrais vous parler longuement des problèmes de sécurité. Parenthèse, Claude, tantôt, tu as invoqué Dion, mais la pire, c'était pas ça. C'était lorsqu'il y a eu une occupation pendant le discours de Jacques Parizeau. Et j'ai eu à négocier avec les occupants qui avaient un bâillon. Je me souviens plus pour quelle protestation. Et on avait négocié qu'ils devaient passer devant M. Parizeau et sortir. Sauf qu'à la surprise générale, ils se sont tous écrasés à terre dans l'allée et on dit qu'ils ne sortaient pas. Et là, M. Parizeau n'a pas tellement apprécié. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle, il y avait tous les gardiens, la sécurité. Et là, je me suis fait vraiment flouer. Je me suis fait jouer parce qu'il était prévu qu'il devait sortir dans les 5 minutes. Et là, c'était... bon, alors cette fois-là, j'avais trouvé ça assez éprouvant, c'est le mot. Donc, je ferme la parenthèse de la sécurité, mais disons qu'en parlant des avantages de ces colloques-là, donc, je dis que ça a ouvert pour moi tout un volet donc, en histoire politique, mais surtout, ça nous a donné l'idée en 87, compte tenu des objectifs des colloques, on a dit qu'il faut reprendre ça au département d'histoire. Parce que, comme a dit Claude tantôt, au département d'histoire, on ne valorisait pas tellement l'histoire politique pour le Canada. On la valorisait pour l'histoire... On pouvait parler de politique pour l'URSS, l'Amérique latine, la France, l'Angleterre, mais quand on arrivait au Canada, c'était une zone un petit peu dangereuse, et surtout avec moi, on essayait de limiter la place de l'histoire politique. Et dans ce sens-là, les colloques ont montré qu'on pouvait faire des choses sérieuses dans le domaine de l'histoire politique. Donc, ça a beaucoup aidé à la revalorisation de l'histoire politique. Donc, on est parti des objectifs qui étaient la démocratisation du savoir, donc s'ouvrir à d'autres personnes que juste les collègues universitaires, donner une place donc à toutes ces personnes en dehors de l'université. Et on a donc fondé l'Association québécoise d'histoire politique. Le premier qui a eu l'idée, c'est pas moi, c'est Michel Lévesque qui me poussait pendant presque 1 an. Qu'est-ce que tu attends pour créer ça? Mais je dis, on n'a pas assez de chercheurs sérieux en histoire politique pour créer ça en histoire. On n'est pas nombreux, on était 2, 3. Je dis, on ne peut pas faire une association puis une revue. Ce n'est pas un champ qui est très développé. Finalement, on va le faire avec j'ai convoqué une 30aine de personnes, mais beaucoup de gens qui étaient en politique, mais à la capitale nationale, qui étaient à l'Assemblée nationale aussi, où il y avait des chercheurs, des gens qui étaient dans d'autres revues, dans d'autres universités, des journalistes, des archivistes, finalement avec un groupe formé beaucoup d'étudiants gradués ou même d'étudiants en formation au 2e cycle. On a donc lancé cette association québécoise qui existe encore et qui a donné naissance au BHP, le Bulletin d'histoire politique. En passant, Monsieur le recteur, vous avez déjà tout dit ça, ou presque, il y a déjà 13 ans, dans le Bulletin d'histoire politique, dans le volume 15, numéro 1, en 2006, mais vous avez donné aujourd'hui une version augmentée
et très intéressantes, de choses que vous ne nous aviez pas dit à l'époque, entre autres que l'idée venait d'une université américaine. Ça, j'avoue, il a caché ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne savais pas tout de ses secrets. J'en ai appris des petits bouts encore aujourd'hui. C'est pour ça que quand j'ai dit « il va nous parler », ben, c'est tout dit dans page 263 à 276 de la revue de 2006. Qu'est-ce qu'il va ajouter? Mais j'avoue que cela était très intéressant. Il n'avait pas donné toutes ses sources à l'époque. Mais enfin, disons que c'était très apprécié. Et si vous voulez deux petits commentaires en vrac, parce que comme vous voyez, je n'ai rien préparé, mais il y a un oubli aussi, parce que il y a un oubli, il me semble, c'est ces drapeaux. À chaque fois qu'on se réunissait, on revenait toujours sur le cas Drapeau, les grands leaders. Est-ce que Drapeau était un leader progressiste? Ah, c'était comme lui a évoqué tantôt Duplessis, mais pour Drapeau, ça s'imposait encore plus avec toutes les réalisations de la modernité de Montréal, les changements technologiques, le métro, hein, bon. Mais finalement, je pense qu'une certaine gauche a fait en sorte que Drapeau va peut-être être. On va peut-être parler de Drapeau dans les prochains mois, d'autant plus que Mario Robert, le chef des archives de la ville, vient de rendre public toutes les archives de M. Drapeau, et ça va donner lieu sans doute à des livres sur la commission Mallouf, les Jeux olympiques, le métro, la crise d'octobre, etc., parce qu'il y a des choses dans tous ces secteurs-là. Ça aurait donné lieu à plusieurs colloques. Je me disais, il y aurait de quoi faire plusieurs colloques sur Drapeau. Peut-être avec l'esprit du temps d'aujourd'hui, ça pourrait redevenir à la mode. Donc, il y avait l'affaire de Drapeau. Et vous avez bien souligné que la naissance donc, de l'Association québécoise d'histoire politique est née justement du fait qu'au département, on cherchait un moyen de rendre ça intéressant pour qu'il y ait plus de cours, plus d'activités. Et effectivement, depuis la création en 1992 du bulletin d'histoire politique, on a tenu des colloques régulièrement. Et je dirais qu'un autre volet, c'est la société. J'étais impliqué avec Marcel Mars dans la création de la Société, Société du patrimoine politique du Québec, la SOPOC. Et là, on s'est dit, à chaque année, on va tenir 2 colloques. Et effectivement, la SOPOC a tenu sur des enjeux beaucoup moins importants, mais sur des aspects particuliers. Exemple, le 29 novembre, donc la semaine, il y aura un colloque sur comment, parce que 1969, je crois que c'est le 4e tome de la commission Laurando-Dunton. Et à cette occasion-là, on va étudier comment on est passé du biculturalisme au multiculturalisme. On est toujours un peu dans la question, en ce qui me concerne, je suis toujours un peu dans le thème de la question nationale sous tous ses angles. Donc, ces colloques-là de la SOPOC, qui avaient été lancés par Marcel Mars, a fait aussi qu'il y a eu encore des colloques. C'est pour dire que la formule avait quelque chose de valable et d'intéressant. Et l'idée d'ouvrir les colloques au grand public, moi, ça a toujours été ma préoccupation. Donc, j'ai mis beaucoup de temps dans ma carrière, si je peux dire, en dehors de l'institution, à m'impliquer dans beaucoup d'organisations, que ce soit le bulletin d'histoire politique que j'ai dirigé de 92 pendant 25 ans. J'étais malheureusement pas là et j'ai même pas pu encore entendre ce qui s'est dit, mais je suis très curieux. Sans doute des bonnes choses. Mais le bulletin, c'est quand même pas un bulletin, c'est une vraie revue de plus de 300 pages, 3 fois par année, je crois. Et aujourd'hui, cette revue-là, après mon départ, a pu être subventionnée. Je ne sais pas, les 25 premières années, c'était une revue d'idées un peu trop loufoque peut-être, parce qu'au début, on voulait s'adresser pas seulement aux universitaires, mais aussi à tous les militants. Alors, elle est devenue plus savante, disons, depuis mon départ au sens académique, parce que là, chaque article est évalué sérieusement et les subventions sont maintenant assurées après 25 ans et la revue tient le coup. Alors, je suis très heureux de voir que Et à l'époque, ce que je trouvais le plus difficile, c'est que mes propres collègues photocopiaient la revue, mais ne s'y abonnaient pas. Ça, j'avoue que ça m'a fait mal au cœur longtemps, parce qu'on avait des abonnements. C'était un peu comme les colloques, il venait des gens de toutes les universités qui trouvaient génial cette idée-là. Je me souviens de Laval, je me souviens de Concordia, même qui nous a invités à s'associer avec l'Université Concordia pour Robert Bourassa. Et entre autres, un des avantages personnels que j'ai eus, c'est que j'ai pu entrer un peu dans l'intimité de chaque famille politique au moment de la fabrication des actes. Je me souviens que ce soit la famille Johnson, la Rondeau, etc. Au moment, on trouve les photos. Alors, j'allais toujours dans la famille, fouiller dans les albums de famille pour trouver des photos pour le livre. Et là, ça m'a un peu réconcilié avec d'autres courants
pour lesquels je n'avais pas été très conciliant dans les premières 10 années de ma vie en enseignant en théorie marxiste. Donc, j'avais un point de vue peut-être plus tranché sur ces autres familles. Mais j'ai donc eu la chance de m'ouvrir un peu à d'autres courants politiques et à devenir moins intolérant. Et ça, je le dois donc à Claude Corbeau, qui a été, je dirais, bienveillant. Il a pris une chance en m'associant. Je me disais toujours, ça va peut-être nuire à sa carrière, mais malgré ça, je pense que ça n'a pas du tout nuit à sa carrière. Et il a fait un bon coup de me repêcher dans son équipe. Et je pense avoir eu beaucoup de plaisir donc, à m'investir dans ces colloques et surtout les actes de colloques. Ça a l'air de rien, là. Je sais que c'est pas toujours valorisé de façon extrême. C'est pas une œuvre personnelle, mais je pense avoir fait du bon travail. Et pour l'UQAM, parce qu'à l'époque, même le cahier La Presse, il nous demandait, on va faire un cahier sur tel... C'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un grand intérêt des médias pour ce qui semblait une nouveauté et ce lien entre les chercheurs, les acteurs politiques et les gens des médias. J'ai assez parlé, sans doute. Alors, on m'avait dit, Marcel, tu n'as pas rien à préparer, c'est des questions. Mais là, alors, s'il y a des questions, moi, je pensais d'être bombardé de questions. J'étais prêt à répondre à tout. Mais je vois que ce n'est pas tout à fait ça. Alors, s'il y avait des questions, ça m'intéresse. Je pourrais peut-être sur un ou l'autre de ces colloques. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Céline, si je peux, j'ai tout le temps pour les questions, mais je voudrais juste relever 2 éléments dans les propos de Robert. Le premier, Jean Drapeau. Oui, effectivement. D'ailleurs, je me suis préparé à la question, je ne sais pas si quelqu'un va me la poser, mais y a-t-il des gens à qui on aurait dû consacrer un colloque? Dans ma liste, certainement Jean Drapeau. Une minute. Jacques Parizeau. Pas juste le Jacques Parizeau du référendum, Jacques Parizeau depuis les années 60. Je pensais même à Pierre Bourgault, parce que Pierre Bourgault a exercé une fonction particulière dans l'univers politique et culturel du Québec. Du côté des institutions, je pensais à Radio-Canada, parce que Radio-Canada, dans les années 52, peut-être à la fin des années 70, c'était une institution qui développait le Québec de façon considérable. Pierre-Éliott Trudeau, non, honnêtement, parce que le caractéristique, à mon avis, de la carrière de Trudeau, c'est qu'il l'a fait au fédéral par choix. Il s'est réfugié au fédéral, on le comprend, dans les années 50, parce qu'il n'y avait pas de job pour lui au Québec. Il n'en avait peut-être pas besoin, mais il voulait quand même s'occuper utilement. Il s'est rendu à Ottawa, il a fait carrière à Ottawa. Il a été profondément marqué par le nationalisme sous sa version des années 30. Bref, je pense que non. Je pense que ce n'est pas un leader politique du Québec contemporain. Du Canada, oui, mais pas du Québec. C'était libre avec C'était libre? Oui, mais c'était très limité. Très limité, C'était libre. Bon, peut-être, dans le fond. Ça, c'est la première chose. Mais dans le sillage de cette remarque, il y a un problème méthodologique important qui se pose par rapport à certains. Je pense à Jean Drapeau. C'est un des éléments essentiels de la formule des colloques, c'est des témoins directs, des associés politiques, des partisans. 30 ans après le départ, il y en a moins qu'il y en avait. Hein? La deuxième chose, c'est que... En Floride, c'est ça? Ils étaient tous en Floride. Effectivement, ils faisaient venir au mois de mars. L'autre chose, c'est, je pense qu'il vaut mieux, à la différence de la formule de l'université américaine, il vaut mieux traiter avec des morts qu'avec des vivants. Moi, ma job de recteur dans le domaine des doctorants honoris causa m'a appris qu'il était toujours plus prudent d'honorer les morts que les vivants. Parce que les vivants, on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir. Ça, c'est la première remarque que je vais faire. La deuxième remarque que je vais faire, oui, puis comme Robert a abordé le sujet, je vais y aller. Il y a des gens qui m'ont dit, quand j'étais recteur, vous faites appel à Robert Comeau. Bien, je disais, écoutez, ça l'intéresse. Il est un gars organisé, il travaille bien. Est-ce qu'on va le fouetter pour son passé, quel qu'il ait pu être ce passé-là? Puis j'ai dit par ailleurs, dans l'université, tout le monde a des opinions politiques. Tout le monde. Ils les disent pas, mais tout le monde en a. Dans le fond, quand j'étais en fonction, moi, j'étais très inspiré par Mao Tse-tung. Pas n'importe quel Mao Tse-tung. Celui qui disait que 100 écoles rivalisent, que 100 fleurs s'épanouissent.
Ça a fini mal en Chine, mais je trouvais que la pensée était bonne. Oui, monsieur. Monsieur Corbeau, durant votre exposé, vous avez à un moment donné dit que vous alliez revenir sur la fin des colloques ou l'interruption des colloques ou la cessation, et vous n'êtes pas revenu à la fin. Mais je pense que je l'ai peut-être abordé dans le commentaire que je viens de faire. Bon, alors moi, je n'étais plus en fonction. Hein. J'étais simple professeur et comme j'avais d'autres chats à fouetter que m'occuper de colloques, sauf pour les fois, on m'a demandé de participer à animer des séances. Peut-être que la formule avait fait son temps. Parce que, comme je vous dis, on ne pouvait pas faire un colloque sur Parisot ou sur Drapeau ou sur Bourgault pendant qu'ils étaient vivants. Moi, je pense que ce n'était pas possible. Et le temps passe, puis les générations universitaires se remplacent. Et ça a pris fin. Maintenant, comme disait un jour Thierry Hench, il y a des choses dont il faut sortir comme on sort d'un bain chaud qui commence à tiédir. Peut-être que la formule, c'était rendu au bout de ses possibilités. On aurait voulu que ça continue. Là. On avait demandé à Roch Denis qui voulait une rupture, une forme de... Vu que les colloques étaient associés à Claude, bon... J'ai nourri des ruptures. Ça, donc, on était malheureux de cette rupture-là parce qu'on voulait que ça continue, mais il y a eu un débat. Là. Je sais que Yves Bélanger aussi insistait beaucoup. J'étais proche de Yves durant ces années-là, puis on a essayé de le convaincre. Et il tenait à marquer une... Bon, son règne était différent. On peut dire ça. Je dirais d'abord que c'est un grand bonheur de participer à cette activité ce matin. C'est les contributions de chacune des personnes. En tout cas, c'est rare que c'est aussi jouissif de participer à une activité genre colloque, tout ça. Il y a peut-être, en écoutant l'ensemble des présentations, en réfléchissant, je suis amené à penser que la tradition des colloques dont on a parlé, avec d'autres traditions à l'UQAM, comme la tradition des services à la collectivité, des traditions de plusieurs projets qui relèvent de départements ou de facultés qui avaient la même caractéristique, c'est un apport qui a été sans doute contributif à la reconnaissance québécoise de la recherche en partenariat, c'est-à-dire d'un effort pour développer des connaissances et diffuser des connaissances dans lesquelles les acteurs universitaires sont en collaboration, voire en co-construction étroite avec l'apport des acteurs de la société politique et de la société civile. C'est pas pour rien que quelques années plus tard, le CQRS, qui était le Conseil québécois de la recherche sociale, a reconnu l'importance de la part des organismes subventionnaires de la recherche de soutenir la recherche en partenariat sous des formes qui peuvent être variées. Et à partir de 1992, le Québec s'est quand même illustré au plan international par cette institutionnalisation du soutien à la recherche en partenariat. Et le fédéral, le Conseil québécois de la recherche sociale, en 1999, il faut voir qu'il y a d'autres acteurs qui ont joué un rôle, comme Marc Renaud, et puis ici à l'UQAM, notre collègue de Camille Bouchard, et beaucoup d'autres projets. En tout cas, moi, je pensais à ça, là, en vous écoutant, de dire que au début, c'est intéressant de voir que vous aviez un comité scientifique qui avait juste des universitaires dans votre modèle. Puis à côté, il y avait des acteurs de la société qui étaient indispensables. Mais dans le colloque dont Benoît a parlé, il y avait à un moment donné une hybridation de la formule parce qu'il a mis dans son comité scientifique 2 acteurs. Mais un peu plus tard, on sait que ça fait des débats encore actuels dans les milieux de la recherche au Québec puis au Canada, parce que la reconnaissance
de cette façon de faire de la recherche, ça soulève beaucoup de questions. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait innovant et intéressant. Et que la série de ces colloques-là, impressionnante, c'est que l'UQAM a mis son apport. L'intervention que vous pouvez répondre, Marcel. Oui. Il est entendu qu'une liste d'un choix, ça ne peut être qu'incomplet. Donc, il n'y a pas de grief à apporter, mais peut-être des étonnements. Parti pris aurait pu être là. Et Duplessis, grand Dieu, y a-t-il eu des autocensures? On ne voulait pas, ou bien on craignait un débat litigieux. Qu'en est-il de ces deux non-options? Dans le cas de parti pris, moi, personnellement, je ne l'ai jamais envisagé, bien que j'ai été un lecteur de parti pris. Ça n'aurait peut-être pas été idéal pour l'image de l'UQAM, mettons. Mais peut-être que, dans le fond, on pourrait faire quelque chose avec des revues. Mais, à mon sens, si vous traitez des années 60, où sont les témoins? Ça me fait partie du problème. En ce qui concerne Duplessis, alors là, moi, personnellement, quand j'ai parti cette idée, j'étais certainement pas d'accord pour qu'on s'intéresse à Duplessis. Parce que, et là, on est en 1985, 86, 87, l'historiographie québécoise, depuis, peut amener aujourd'hui à penser les choses de l'époque Duplessis un peu différentes. Duchâtel et Bourque ont travaillé sur le discours à l'époque de Duplessis. Quand on le voit 50 ans après, 100 ans après, le regard n'est pas le même. Les Français font la même expérience avec De Gaulle. Mais au milieu des années 80, le Duplessis ne semblait pas être porteur d'un renouvellement en profondeur de la société québécoise. La question, ce n'était pas Duplessis, la question, c'était Paul Sauvé. Mais Paul Sauvé, ça a été très bref. Puis moi, honnêtement, je vous le dis, là, je voulais commencer par la Palme. Puis je n'étais pas porté à changer d'idée. Ça, c'est sûr. C'est clair, hein? Mais j'avais des raisons pour ça. Voilà, je ne sais pas, Robert. Effectivement, il y aura un colloque sur Duplessis. On va le créer dans le cadre de la SOPOC, la Société du patrimoine politique, et ça va être Lucia Ferretti, et ça va se tenir à Trois-Rivières. Il y avait, à Trois-Rivières, je crois que c'était en 2009, et un très beau livre qui apportait des nouvelles perspectives sur Duplessis. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de chercheurs plus conservateurs qui étaient associés. Je ne parle pas de Lucia, je parle de Xavier Gélina et d'autres qui sont des gens identifiés comme qui valorisaient Duplessis, tout ça. Je ne vais pas être... Bon, alors donc ça s'est fait. Il était peut-être trop tôt à l'époque pour ça. Moi, tantôt, j'ai oublié quelque chose, parce que Céline a à peu près tout dit du portrait, mais j'avais une idée concernant les publications du recteur. C'est qu'une fois, je l'ai interviewé, puis après l'entrevue, j'ai dit, mais il valorise tous les perdants. Et ça l'idée des perdants, je me souviens que ça avait fait... il avait réagi à ça parce que vous regardez, ceux qui échouent en politique qui semblent beaucoup intéresser le recteur parce que c'est des idéalistes. Alors, la PAN, on fait des grandes choses, mais politiquement, ça a plutôt mal fini, là. Paul Gouin, ça c'est mal fini. Marchand qui a échoué dans le ministère de l'Éducation. Et là, je viens de voir Chapelot, je viens de lire le dernier Chapelot, monsieur... Voyons, votre éditeur, là, Dalbusso, justement, m'a apporté son livre. J'ai fouillé, j'ai dit, un autre, ça a mal fini. En 85, au moment de l'affaire Riel, il est parti à Ottawa, il a défendu le Parti conservateur, puis il est vu un peu comme un... Chapelot, on n'en parle pas beaucoup, il est un peu comme un traître au Québec. Bon. Puis Honoré Mercier, ça a mal fini. Alors je me suis dit, peut-être que Claude Corbeau aime ces personnes qui essaient de lancer des idées puis qui n'ont pas nécessairement réussi. J'essayais de comprendre la psychologie un peu de son intérêt pour les personnages politiques, lesquels l'intéressent. Je trouvais que le fil conducteur des perdants, j'aurais aimé ça qui s'explique là-dessus. Au moment de l'émission, on n'a pas eu le temps de développer, mais l'émission s'est terminée là-dessus. Vous avez donc étudié des perdants, mais vous n'avez jamais réagi à ça. J'aimerais ça avoir votre point de vue. La question. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus des perdants qui, dans notre histoire, qui vous ont intéressé? D'abord,
je pense que les 5 personnages en question, parce qu'effectivement, mais je les ai traités à la fois sous forme savante, là, en faisant des éditions de leurs textes et de leurs discours, mais en forme de fiction historique. Ben, les 5 ont apporté des choses qui ont fait avancer la société. Sans entrer dans les détails, là, c'était des modernisateurs à leur manière. Même Chapelot. Puis les 5 ont ultimement connu un échec brutal, dû à une variété de causes, certaines qui tenaient à leur personnalité même. C'est le cas, entre autres, de Honoré Mercier, qui a perdu les pédales à un moment donné, puis qui ne portait plus à terre. Il s'est endetté, il a fait une faillite financière. Bon, bref, La Palme, c'est un tempérament que certains diraient pas fait pour la politique. Mais écoutez, il a perdu 2 élections générales. Un parti politique claire ses chefs après 2 élections, même après une. Demandant à M. Scheer. Dans le cas de Marchand, Marchand est un homme intéressant. D'ailleurs, il y a un grand esprit qui s'appelle Gérard Bergeron qui s'est intéressé à lui, ce qui prouve qu'un petit esprit comme le mien n'était pas en mauvaise compagnie. Marchand a voulu créer un ministère d'instruction publique en 1897. Il s'est heurté à l'Église. Il s'est heurté au fondamentalisme religieux. C'est pour ça que ça m'intéressait aujourd'hui, entre autres. Qui d'autre? Chapelot. Chapelot, c'était un modernisateur en termes de développement économique au Québec, les transports par voie ferrée, entre autres. Puis il a fait des choses pour McDonald's dans l'Ouest qui étaient un peu plus progressistes que beaucoup de gens à l'époque. Puis qui est-ce qui manque? Paul Gouin. Paul Gouin, c'est un prophète. Paul Gouin, c'est un Moïse. Il voit la terre promise, mais il n'entre pas. Et il y a des choses fascinantes dans l'expérience de Paul Gouin. Dans les années 30, il tient des propos que La Palme va reprendre 25 ans plus tard, sur la culture, l'identité québécoise, sur l'industrie du tourisme, sur l'aménagement du territoire. Alors, pourquoi je m'intéresse aux perdants? Parce que les perdants, d'abord, réalisent des choses. Puis l'histoire des perdants est peut-être plus intéressante. Tu sais, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, mais il y a des grands perdants dans l'histoire. De Gaulle est un perdant, il s'est fait mettre dehors. Churchill, c'est un perdant, il s'est fait mettre dehors, malgré tout ce qu'ils avaient réalisé avant. Puis les vainqueurs dans l'histoire, c'est peut-être pas des personnes très sympathiques. Je pense à Pierre-Elliott Trudeau du point de vue qui est le mien. Il a transformé radicalement le Canada en subordonnant le Québec comme une tribu parmi d'autres au pays. Alors, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est pour ça que je m'intéresse aux perdants. Et moi, personnellement, je me souviens qu'en 1995, quand j'ai demandé un 3e mandat comme recteur, le corps provincial m'a dit « on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. » Puis là, j'ai dit « bye-bye, je m'en vais. » Puis là, j'ai dit ça à ma femme. Ma femme m'a dit « pourquoi tu es parti comme ça? » J'ai dit « écoute-moi bien. Supposons qu'après 25 ans de mariage, je te dis « là, Louise, les prochains 6 mois, je vais aller voir d'autres femmes. Si je trouve mieux que toi, on se sépare, sinon je te reviens. » J'ai dit, en un sens, c'est un peu le message que j'ai reçu des provinciaux. Je peux-tu juste relever ce que Yves Vaillancourt... l'observation sur les services aux collectivités, rapprocher des colloques, je trouve ça très intéressant comme approche. Ça fait partie de choses que l'UQAM a faites au fil des ans. Et j'ai toujours pensé, pour ma part, que la mission de service aux collectivités, que l'UQAM fut la première à rendre respectable en milieu universitaire québécois. Parce qu'à l'époque, quand on parlait au tournant des années 80 des services aux collectivités, des universitaires de grandes universités disaient « mais quand on fait de l'enseignement et de la recherche, on sert la collectivité. » C'était pas exactement ça. Le rapprochement est intéressant, mais ça, c'est la caractéristique de l'UQAM de vouloir rendre les choses accessibles, pour le meilleur ou pour le pire, mais je pense que c'est fondamental. Cela étant, quand vous regardez l'histoire de l'UQAM, surtout quand vous y avez passé une bonne partie de votre vie, souvent on voit l'UQAM comme juste de l'intérieur. Mais en réalité, quand on regarde l'histoire de la création des universités au Canada, les universités créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, 60, Carleton, Simon Fraser, York, c'est des universités qui ont été créées. On leur a dit faites les choses suivantes. On a dit la même chose à l'UQAM. Premièrement, ouvrez-vous à de nouvelles clientèles, les femmes, les autochtones, les minorités, etc. Deuxièmement, ouvrez des nouveaux champs de savoir. Quand on a parti la sexologie à l'UQAM, il y a du monde qui ont fait des gorges chaudes là-dessus, hein? Puis d'autres disciplines un peu farfelues.
Donc, on a dit aux universités nouvelles, répondez à des besoins nouveaux de formation, développez des domaines nouveaux de recherche, de formation et de savoir. Et on leur a dit, compétitionnez avec les autres universités sur leur terrain. L'histoire de l'UQAM, c'est ça. Et c'est une histoire que nous, on voit surtout enfermée au Québec, mais en réalité, d'autres universités canadiennes ont vécu ça. Alors, donc, je pense que l'ouverture, c'est quelque chose de fondamental dans les gènes de l'UQAM. Oui, j'aimerais revenir sur votre intervention parce que c'est amusant parce que je pense que dans la présentation de Céline Saint-Pierre, il y a un aspect de vous qu'elle ne fait pas ressortir et que moi j'ai découvert la première fois que je l'ai rencontré. Vous avez un côté aventureux. Très risqué. Ça paraît pas parce que vous avez l'air réservé, beaucoup plus que je peux l'être. Et en même temps, c'est que c'est pas juste l'université que vous avez rendu accessible. C'est vous qui êtes accessible. Alors, à ce moment-là, on prend la chance, justement, de s'en aller dans des projets de partenariat, même au début des années 90, quand moi je suis arrivé. Sinon, quelle autre université, même à l'Université de Sherbrooke, qui était pourtant assez avancée dans les projets de collaboration entre le milieu des affaires, universitaires, etc. Mais même là, à l'international, moi je sais que quand vous avez accepté que l'on fonde le réseau des chaires UNESCO en communication et développement international, ça voulait dire que vous acceptiez l'idée qu'on travaille en partenariat avec le milieu des affaires, le milieu des professionnels, le milieu des lobbyistes, tout ce milieu des communications qui à l'époque était juste au début de son effervescence. Maintenant, c'est plus le cas. Là. Ça a beaucoup été réorienté vers tout ce qui est technologique et intelligence artificielle. Mais on pouvait prendre le téléphone et vous parler directement. Ça, les deux bandes sont tombées. Là. Moi, je l'ai essayé la première fois. Je me suis dit, ça ne marche pas, je prendrai d'autres détours. Ça a marché. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler avec les gens à Paris, avec les gens de l'UNESCO, pendant, en tout cas, moi, les 6 ans où j'étais là. Et de façon ouverte, avec des partenaires d'affaires, des universitaires, des gens qui faisaient de la recherche conjointe, des fonds qu'on est allé chercher à l'extérieur, même des grandes institutions. Alors c'est ça que je trouve, c'est très paradoxal, moi, ma perception que j'ai de votre leadership à vous. Pas juste dans l'organisation ou l'impulsion que vous donniez. Et je ne doute pas que vous soyez têtu à la lapin, non. Je veux dire, moi, j'ai connu celui qui travaillait pour M. Lapin tout le temps, M. Lemieux, qui était c'était comme un adjoint ou je sais pas, c'était un chef de cabinet. Mais en tout cas, je veux vous rendre hommage à vous, M. Corbeau, et je trouve que et vous êtes astucieux, vous êtes habile. C'est bon, hein? Parce que tu arrivais des Nations Unies, tu arrivais de Radio-Canada, tu avais connu plusieurs autres milieux. Oui, j'ai travaillé dans plusieurs autres milieux. Oui, c'est ça. Là, je vais demander à Bonnie et puis je vais faire une petite conclusion parce qu'on va passer au buffet. Alors, Bonnie Candon, je voudrais féliciter ceux et celles qui ont organisé cet événement parce que faire connaître Claude comme ça, vous avez fait un travail magnifique. J'ai eu la chance d'être collègue avec Claude et je voudrais ajouter la perspective de ce collègue. Claude, avec tout ce qu'il faisait, arrivait à trouver le temps pour être le secrétaire de notre Assemblée. Et donc, au lieu de prendre les décisions 5 fois, grâce à son travail de suivi, il était gouvernail au niveau de l'exécutif. D'où
mais il a été il a eu un rôle très très important. Mais il y a un autre élément. Claude avait des normes pour, et au lieu d'engager des auxiliaires à l'enseignement, tu me corrigeras Claude, mais il préférait faire la correction lui-même pour suivre ses étudiants. Et il utilisait les fonds, je le sais, pour les donner au centre de monitorat, qui était géré par les étudiants et les étudiantes que je dirigeais. Il nous manquait de fonds, le centre Paulo Freire. Alors je voudrais souligner l'engagement pédagogique et la qualité de ce collègue qui n'est pas ressorti dans ce qui a été présenté, mais qui font pour moi que Claude Corbeau est quelqu'un tout à fait exceptionnel. Et je suis très heureuse d'aujourd'hui parce qu'on souligne un aspect, mais pas tout. Juste une réaction. Avant de réagir, je vais te faire un autre commentaire, là, puis tu vas réagir. C'est parce que Claude est très modeste. Et je me suis un peu restreinte dans la présentation. Un aspect de la présentation, c'était Claude l'écrivain. C'est-à-dire les livres qu'il a produits sont d'un atout pour les chercheurs ou pour les gens qui s'intéressent au thème qu'il a traité, extrêmement intéressant. Il a fait un travail d'archiviste. Il présente des corpus de textes sur un domaine avec précédé d'une analyse d'une quarantaine de pages qui ramasse tout parce qu'il a un esprit de synthèse. Je crois qu'il a hérité de la plume de son père qui était notaire. C'est-à-dire qu'on doit écrire très précisément les choses pour ne pas créer de litige. Alors là, on organise la pensée. Alors, dans le domaine de l'éducation, je peux vous dire, repenser l'école, il y avait l'éducation avant au 19e siècle, il y a eu l'histoire des collèges classiques. Je connais plus ceux-là. C'est extraordinaire parce qu'on a notre histoire est là en termes de matériaux premiers, accompagnée d'une analyse rigoureuse. En plus, il a fait 2 pièces de théâtre. Il est membre du Théâtre du Nouveau Monde depuis je ne sais combien d'années. Alors, ces volets-là font de lui ce que j'appelais l'homme d'exception. Mais il est tellement modeste qu'on n'ose pas dire tout ce qu'il a fait, et lui, il ne nous le dira jamais. Alors, on veut lui dire merci. Tu aurais pu inviter Michel Nevers à il aurait pu inviter Michel Nevers. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient plus critiques à mon endroit. Mais permettez-moi de remercier les conférenciers. Non, mais, Marcel, laisse-moi dire juste un mot. Merci pour ces propos très, très élogieux à mon endroit. Ça, à caractère aventureux, il faut dire que pour être candidat au rectorat du l'UQAM à l'automne 2007, il fallait être un peu... il fallait être tanné de faire la correction aussi. Merci. Mais je pense que les présentations qui ont été faites ce matin sur les colloques, je pense, c'est une excellente idée dans la mesure où ça révèle des choses profondes du bagage génétique de l'Université du Québec à Montréal. C'est très dur à être une nouvelle université dans un univers ou d'université établie. C'est extrêmement difficile. Et je me souviens qu'un jour, dans mon premier mandat de recteur, j'avais participé à une journée d'échange avec les chefs d'établissements universitaires québécois, McGill, Montréal, Laval, etc. Puis on se parlait en quelque sorte librement. Alors moi, j'ai laissé mes aînés parler beaucoup. Puis à un moment donné, je suis intervenu et j'ai dit, mes chers collègues, chefs d'établissement universitaire, peut-être que nos relations entre nous, universités d'âge différents, seraient meilleures et plus faciles si chacun se souvenait que son établissement a eu des débuts pas mal modestes, n'est-ce pas, même les plus grands. Alors, le problème de l'UQAM, c'est d'apparaître dans un univers universitaire déjà organisé, puis de développer, exactement comme je l'ai dit tantôt, des clientèles nouvelles, des activités, des domaines d'études nouveaux qui brassent la cage, puis compétitionner sur le terrain des universités établies, malgré la différence de moyens. Les colloques, au moins là-dessus, il n'y a personne qui a fait mieux que nous. Chers amis, permettez-moi de remercier les conférenciers. Je veux les remercier, les 4, parce que Céline aussi nous a appris des choses. Le saviez-vous que Claude avait écrit 29 livres? C'est bien ça. Eh bien... On se demande quand. Il y a tellement de oui, choses. il prenait le temps. Alors, merci pour toute l'information que vous nous avez donnée. Et j'ai beaucoup apprécié que cette information fût émaillée d'anecdotes, d'humour qui soutient un discours, en quoi vous faites la preuve que vous êtes de remarquables pédagogues.
Et puis, si vous me permettez une anecdote, je vais vous en raconter une personnelle. J'ai toujours admiré, et je l'ai dit à Claude, Georges-Émile Lapalme, mon arrivée ici, c'était la figure magnifique, visionnaire. Il se trouve que il a donné la guise à ma femme. Comment c'est arrivé? Il avait 7-8 ans et il venait appuyer la candidature d'un candidat libéral dans son comté. Les religieuses ont demandé à Louise d'aller lui offrir des fleurs, ce qu'elle fit. Elle a été bénéficiaire de cette bise. Elle l'a raconté avec une certaine fierté. Je suis très content. Voilà. Je vous invite à côté. J'en profite pour remercier la faculté qui nous a offert ce local magnifique et qui a contribué au buffet qui vous sera offert à côté. Tout de suite. Voilà.